Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Ce soir, une émission spéciale avec quelqu'un qui fait très rarement des plateaux de télévision. Il est philosophe, il fête ses 80 ans cette année. C'est Alain Badiou, auteur du livre La vraie vie. Il pose également une question centrale qu'on a posée toute l'année dans cette émission. Que signifie changer le monde? C'était modestement l'envie du Gros Journal de pouvoir changer le monde dans lequel on vit, mais également de parler de combats qui nous ont touchés toute l'année, comme celui d'Assa Traoré, qui a milité toute l'année pour la mémoire de son frère Adama Traoré, décédé il y a un an. Le Gros Journal, Alain Badiou et Assa Traoré, la rencontre inédite, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans le Gros Journal, donnant parole aux gens qui étaient dans la vraie vie, aux gens qui sont restés dignes, aux gens debout, aux gens qui se sont battus, aux gens qui ont tenté de venir dans cette émission pour dire des choses, pour ne pas se laisser humilier par la société dans laquelle on est en train de vivre. Et cette émission, elle est très importante pour nous parce qu'on reçoit quelqu'un dont on a suivi le combat toute l'année, c'est Assa Traoré. Salut Assa. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tu sors le livre Lettre à Adama avec Elsa Vigoureux et Alain Badiou. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Philosophe très bien. français le plus traduit dans le monde, Oui, qu'on dit communiste, pourquoi pas. auteur de La vraie vie. Et vous sortez un livre qui est la question qu'on a posée toute l'année. Que signifie réellement changer le monde? J'ai d'abord une question très simple à vous poser. C'est quoi votre vraie vie, Assa Traoré et Alain Badiou? La vraie vie aujourd'hui, nous, elle a changé. La vraie vie, c'est Adama. Adama mort, mais la vraie vie. Il y a un an. Ouais. Il y a un an bientôt, au mois de juillet, retrouvé mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie. Et depuis, on se bat. Alain Badiou, la vraie vie, c'est quoi pour vous? Oh, c'est beaucoup de choses, mais je pense, en écoutant ma voisine qui ressemble à Antigone de Sophocle, qui se bat pour la mémoire de son frère et qui ne recule devant rien pour ce combat. Je pense que la vraie vie, c'est toujours le moment où, d'une certaine manière, la vie, au lieu de se soumettre à l'ordre social, aux lois, de s'écraser devant les répressions, etc., de ne rien faire de ce qu'elle fait, de dire, bon, à quoi ça sert, acceptons, etc. La vraie vie, c'est quand on prend un autre chemin qu'on décide soi-même, quelquefois solitairement, qu'on décide soi-même et qui, malgré tout, relève toujours d'un certain nombre de principes. Voilà, il y a des choses qui se sont passées, et bien nous n'accepterons pas qu'elles se soient passées comme ça, que personne n'en ait le remords, que personne ne déclare que c'est une faute, qu'on soit entouré par le mensonge. On n'acceptera pas ça, voilà. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on devient capable de ce dont on ne se savait pas capable. Avant, on ne savait pas qu'on saurait faire ça. Mais là, on le sait, on l'apprend, et c'est ça, la vraie vie. C'est toujours apprendre une ressource intérieure qu'on a et qu'on ignorait avant. Qu'est-ce que vous faisiez à ça avant que cette affaire n'arrive dans la vie? Je travaillais, je suis éducatrice à Sarcelles en prévention spécialisée avec des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans qui eux aussi vivent certaines injustices, qui on les accompagne en tout cas pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir. J'étais en Croatie un jour avant avec un groupe de jeunes et le 19 juillet, tout ça a changé, tout ça a basculé. Et comme vient de le dire Alain Badiou, on découvre une autre personnalité de nous, une autre force qu'on avait, qui était enfouie et qui était cachée. Des choses qu'on soupçonnait ne pas être capable de faire. Pas du tout. Je vais vous montrer Alain Badiou, un petit récapitulatif, parce que cette année, si on a beaucoup parlé d'une affaire, c'est de celle-ci. Toute personne de bon sens voit qu'il y a beaucoup d'incohérences. On est passé d'une infection à une asphyxie, donc il y a beaucoup de choses très peu claires dans cette affaire. Voilà. La force nous a trahis, refrain sur la Mecque. Que je me sens comme un petit refrain, car personne beau mot. Yeah. Pourquoi est-ce que l'affaire Adama Traoré pour toi est importante? Je vais même te dire plus que ça, pour moi c'est le centre du monde aujourd'hui. Je crois que la question du racisme et la question de la police est peut-être pour moi la question centrale. Et si on n'arrive pas à avoir la vérité sur ce qui est arrivé à Adama Traoré, ce qui arrive à ses frères, ce qui est la poursuite de diffamation pour sa sœur, etc., pour moi c'est tout l'ordre social qui est en jeu dans cette affaire extrêmement importante. La mère
choisit son camp, on sait de quel côté elle se met, du côté des gendarmes, ce qui veut dire aussi du côté de la violence policière. Bravo. En plus, au conseil de municipal, nous avons les gendarmes avec les flashballs prêts à tirer sur nous. Il y a M6 qui a censuré et qui a flouté un t-shirt dans ton clip. Mon t-shirt, ouais. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ce t-shirt dans ton clip? Ça m'a touché de fou malade. Donc du coup, j'essaie de faire un geste comme je peux. Un Renoir en plus, tu vois, un Renoir en plus, c'est pas la première fois. Et du coup, moi, ça va un peu avec mon discours, ce message qu'il y a sur le t-shirt, donc je le porte. On est obligé d'en parler. Si nous, on n'en parle pas, qui va en parler? Un frère qui part, c'est une douleur qui est sponsorisée par la peine. Réclame justice pour que deuil se fasse, où tu vois l'appel à la haine. Nos destins sont déjà écrits, mais c'était pas son heure, non. C'était pas son heure. Ce qui me rassure, c'est la mobilisation. Les artistes qui ont tous joué de jeu, Mac Taylor, Kerry, tout le monde, même peut-être un ou deux qui vont venir en surprise encore tout à l'heure. Je vais te demander de regarder la caméra et de passer un message à François Hollande. Mon frère Adama, il est mort le jour de son anniversaire et c'est un citoyen, c'est un homme français, mort dans les mains des gendarmes, mort dans les mains des personnes qui doivent nous protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, votre position, il doit être clair, que la France prenne ses responsabilités, que le président François Hollande prenne ses responsabilités. Toujours pas de nouvelles de François Hollande? Il est parti. Non, pas du tout. Et je pense que M. Hollande a montré ce qu'il était vraiment, en tout cas, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de comment il nous considère, vis-à-vis de comment il considère mon frère ou ses jeunes de quartier. Il nous a montré ce qu'il était. Aujourd'hui, il est quoi? Nous l'attendons. C'est une personne qui, en tout cas vis-à-vis de ma famille, la famille Traoré, vis-à-vis de mon frère, qui nous a apporté en tout cas un mépris, un manque de respect, un manque de considération, où le nom de mon frère, en tout cas, n'a même pas frôlé ses lèvres sur sa dernière année. Et mon frère est mort quand même dans les locaux de la gendarmerie, les gendarmes qui sont sous la responsabilité de cet État. Et aujourd'hui, nous avons un président qui a quand même fait passer une loi qui donne une grande impunité à ces forces de l'ordre. Donc même si vous avez demandé à nous recevoir, on aurait refusé. Et Emmanuel Macron, un dialogue est possible avec lui? On va voir ce qu'il va apporter, quel soutien il va nous apporter, comment il va se positionner. Mais après, il faut savoir que ce soit Emmanuel Macron ou un autre président, nous, notre positionnement, il ne va pas changer. Ce qu'on veut, c'est la vérité et la justice. On veut que ces gendarmes soient punis à la hauteur de leurs crimes. On veut que cet État nous donne ce qui nous est dû. Ce qu'on demande, c'est un droit. On ne quémande rien du tout. Ce n'est pas de la charité qu'on demande. On demande un droit qui nous est dû. Alain Badiou, vous avez écrit une phrase dans une tribune il y a quelques années. Vous dites « Mon fils adoptif est noir, mais aux yeux de la police, ça fait de lui un suspect ». Absolument, je l'ai constaté. Je l'ai constaté de fait, mon fils adoptif est d'origine congolaise. J'avais écrit cette tribune parce que j'avais remarqué qu'il faisait certaines bêtises, hein, je le reconnais très bien, je ne dis pas que c'était un petit saint, mais je remarquais qu'il était constamment interpellé, constamment conduit en garde à vue, malmené en garde à vue, de façon physique et réelle, et qu'il y avait là un comportement policier inadmissible, véritablement, fondé sur ce qu'on sait très bien, c'est-à-dire des contrôles au faciès, comme on dit, et que lui, il est africain, il est noir, et il était jeune, c'était 3 crimes. À ça, j'ai une question. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 17. Combien de frères, combien de sœurs? 12 garçons et 5 filles. Pourquoi est-ce que c'est toi, à ça, une fille qui a été mise en avant, qui a pris la parole? Nous, déjà, notre famille est composée. Moi, j'étais la plus grande à la maison. Tous ceux qui étaient au-dessus de moi avaient déjà pris leur indépendance. Donc, je suis celle qui a grandi avec mes petits frères. Et à la mort de mon père, j'étais celle qui était à la maison. Donc, une relation s'est créée, une relation de sœur, une relation de mère. Sœur s'est créée avec mes frères. C'est moi qui porte cette voix-là, mais ce n'est pas moi qui meurs
dans ces quartiers-là. C'est pas moi qui me fais malmener, c'est pas moi qui me fais violenter. Il y a aussi la vraie police. Je tiens à remercier les policiers qui nous ont écrit parce qu'après les émissions qu'on a fait sur cette affaire, beaucoup de policiers nous ont envoyé des mails pour nous dire on est choqués par cette affaire, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour de l'affaire Traoré. Et les policiers ont aussi des conditions de travail terribles. Ce qu'ils nous racontaient, eux, dans leur message, c'est qu'ils sont à la fois dans un manque de moyens conséquent, qui sont souvent la cible d'attaques et qu'ils ont affaire déjà avec des policiers qui ne sont pas d'accord avec eux et qui agissent comme ça. Elle est où la solution? Moi, j'ai envie de dire, nous on ne se bat pas contre la police, on se bat contre la mauvaise police, contre ces mauvais gendarmes, contre cette mauvaise France. Et j'ai envie de dire que ces mauvaises conditions de vie, de travail de ces policiers ne doivent pas en pâtir sur mon frère, sur tous ces jeunes de quartier, et ils ne doivent pas payer pour ça. Donc l'État, encore une fois, doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de sa police. Est-ce qu'il faut commencer à considérer la police non pas comme un ensemble, comme on considère les jeunes de banlieue de l'autre côté, mais commencer à traiter les individus? C'est peut-être aussi ça qui ferait avancer les mentalités. Oui, je suis complètement convaincu, d'autant plus qu'après tout, nous savons bien qu'une police, il en faut une. À la fin des fins, un monde sans police, ce serait l'idéal, mais ça supposerait que la vraie vie soit la vie partagée par tout le monde. Donc le problème n'est pas là, le problème est toujours celui de la responsabilité politique à la fin des fins. Donc sans doute y a-t-il des policiers particuliers qui doivent être nommés et condamnés pour les crimes qu'ils ont commis, ça c'est une chose. Mais la police en général, c'est une question politique. Et la responsabilité ultime de ce qui s'est passé dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, nous devons la chercher en vérité du côté des organisateurs véritables de la police, qui sont les hommes politiques, qui normalement devraient assumer eux-mêmes la responsabilité de ce qui se passe et veiller à ce que ça ne se reproduise plus. Donc en effet, le combat véritable n'est pas contre la police, je suis d'accord sur ce point. Le combat véritable est contre la politique qui autorise que la police fasse ce genre de choses. Est-ce que la politique, c'est encore quelque chose qui peut améliorer la vie des gens? Écoutez, je crois que ça dépend comment on entend le mot politique, c'est toujours la même chose. Quel est le degré de mobilisation subjective, personnelle de la grande masse de la population dans l'affaire? Si la politique est strictement une affaire de professionnels, eh bien, on aura toujours des problèmes. Parce que ces professionnels sont de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils s'engagent dans le métier, largement coupés quand même de la population, et particulièrement de la population qui est dans les conditions de vie les plus difficiles. Au fond, c'est le grand problème. Comment la politique peut-elle être plus près de la vie des gens? Et si la politique est près de la vie des gens, alors il y a des chances que cette vie des gens devienne une vraie vie. On va parler de la place qu'on doit laisser aux jeunes parce que c'est une question centrale que vous posez tous les deux. Vous dites tous les deux qu'en gros, on n'aime pas assez la jeunesse, qu'on ne lui donne pas assez les rênes, qu'on lui fait perdre la confiance en elle, qu'on la criminalise, qu'on la juge, qu'on la met de côté. Aujourd'hui, on a un président qui se dit jeune, qui est jeune. Est-ce que ça va changer? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation directe entre les problèmes de la jeunesse et la jeunesse du président de la République. Je ne suis pas sûr que ce soit une conséquence immédiate. En plus, lui, il est d'une jeunesse qui a été, si je puis dire, archi-protégée. Je ne pense pas qu'il ait rencontré de nombreux problèmes comparables à ceux dont nous venons de parler là. Et donc il arrive au pouvoir dans des conditions d'ailleurs tout à fait exceptionnelles par ailleurs. Il arrive au pouvoir après tout de même avoir fréquenté le précédent gouvernement. Il ne faut pas qu'on l'oublie tout à fait, on l'a déjà vu un petit peu. Il ne sort pas du néant absolument. Alors je crois que ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est de savoir quelles sont les idées qu'il peut avoir concernant notamment la jeunesse, l'éducation, l'enseignement, le rapport de la police aux jeunes, la vie dans les quartiers, etc. Ça, nous verrons. Moi, je suis toujours preneur d'une bonne idée, d'une action généreuse et efficace. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je suis plutôt soupçonneux. Voilà. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous êtes né en quelle année? 1937. En 2017, pour vous, ça veut dire quoi être jeune? 2017, ça veut dire être jeune, veut dire beaucoup de choses dont j'ai essayé de parler dans la vraie vie. Après tout, j'ai passé ma vie à les fréquenter, les jeunes. Je vieillissais, mais d'autres jeunes arrivaient toujours dans mon enseignement. Vous vous sentez encore jeune? Oui, là, il y a une jeunesse d'esprit, mais je pense que ce qui caractérise la jeunesse, voyez-vous, c'est qu'elle est obligée de refaire pour son propre compte un itinéraire. Et il faut qu'elle invente son propre chemin. On ne peut pas
le lui dicter. On ne peut pas lui imposer. Elle fera sa propre expérience dans des conditions qui sont celles de la société qu'elle rencontre dans la jeunesse. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des changements. J'ai connu la jeunesse des années 60, j'y ai participé. Elle était traversée par une sorte d'élan libérateur, un peu anarchisant, etc. C'était une chose. Aujourd'hui, elle est quand même traversée par un principe d'extrême difficulté à voir clair, à s'orienter dans un monde brouillé, opaque et où peu de choses lui sont offertes. Où elle doit à la fois combattre, mais combattre pourquoi finalement? Pour avoir une bonne place dans ce monde légèrement pourri, comme ça, c'est un peu décourageant. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, être jeune, c'est faire front à cette difficulté. Et c'est participer à des choses comme la lutte pour la mémoire d'Adama Traoré, c'est participer aussi à l'idée qu'il faut une transformation de la place des jeunes dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'au fond, ce qui lui est proposé, c'est ou bien vous vous intégrez, vous jouez le jeu, vous cherchez une bonne place, ou bien vous en êtes incapable, et alors restez dans votre coin, et vous pouvez y pourrir, on s'en fout. Voilà. C'est quand même ça le discours qui lui est tenu. Enfin, ce n'est pas le discours qui lui est tenu, il y a beaucoup de fleurs autour, mais c'est le contenu du discours qui lui est tenu. La jeunesse se révolte et se révoltera plus encore si on essaie de continuer dans cette voie-là. On est sur une des dernières émissions de la saison. Dernière question. Ça a été quoi 2017 pour vous? De quoi 2017 est-elle le nom? Vous savez, j'ai envie de ne pas dire que ça a été l'année de l'élection présidentielle, parce que c'est trop médiocre pour que ça soit que je pense. Ça a été tout de même eh bien, aussi l'année de votre combat, par exemple. Ça oui, ça a été l'année où les jeunes commencent à se réunir par-ci par-là, à se lever, à se souvenir de choses diverses. Et puis je ne peux pas quand même oublier que c'est le centenaire de la révolution d'octobre en Russie. Chose qu'on pourra raconter, critiquer, examiner comme un souvenir, un jalon dans l'effort de l'humanité pour faire ce dont nous avons parlé d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'elle s'occupe enfin de ses propres affaires. Et vous avez aussi 80 ans, cette année, en 2017. Ça arrive. Hein. À ça, 2017. 2017, c'est beaucoup de choses. C'est Adama, le combat de Adama, la famille Traoré, c'est mes frères, c'est toute cette jeunesse, c'est tout ce pays, c'est tous ces combats. On va arriver sur les 1 an de Adama au mois de juillet. Et 10 ans en arrière, le 17 juin, on arrive sur Lamine Dieng aussi. Donc on prend 1 an, 10 ans, c'est encore la même chose, mais l'avancement est beau, l'avancement est fort. Et je pense que c'est une année où on va vers une belle révolution pour que les choses changent. Et moi, c'est ce que j'ai envie de porter. C'est également ce qu'on a envie de porter. Merci d'être venu. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très important de vous avoir pour la fin de la saison. Merci. 2017, ça aurait été l'année du gros journal. On n'a pas traité cette élection présidentielle avec les hommes politiques. On a invité les gens qui réfléchissent, qui vivent et qui subissent cette politique, à ceux qui veulent la faire changer. Si vous voulez que le monde change autour de vous, tout ce que j'ai à dire, c'est réfléchissez par vous-même et évitez le contrôle, que ce soit un contrôle d'identité ou un contrôle mental. Vous avez regardé le gros journal, on était en 2017. À bientôt.